La sœur de mon mari a passé un an à faire semblant de m'apprécier, simplement pour me piéger et me faire accuser d'infidélité. Ma belle-sœur et moi ne nous sommes jamais entendus, et cela a commencé dès notre toute première rencontre. Lorsqu'elle a découvert que j'avais grandi dans la pauvreté, que ma famille passait d'un foyer d'accueil à l'autre quand j'étais enfant, elle m'a regardé comme si j'étais de la boue sous ses chaussures. Elle m'a dit que je devrais être reconnaissante que son frère ne serait ce que poser les yeux sur moi, car les femmes comme moi ne finissent pas avec des hommes comme lui. Je voulais répliquer, mais je n'ai jamais été doué pour la confrontation. Alors, j'ai ravalé ma fierté et j'ai passé à autre chose. Ce fut ma première erreur. À chaque réunion de famille par la suite, elle trouvait des moyens de me rappeler d'où je venais. Elle faisait des commentaires sur mes vêtements, mon travail et mes parents. Le pire a été quand elle a dit que mes parents n'avaient visiblement pas fait assez d'efforts dans la vie, et que c'était pour ça qu'ils s'étaient retrouvés à la rue. Cela m'a brisé. Mes parents ont tout sacrifié pour moi et m'ont donné toutes les opportunités possibles. Les entendre ainsi mépriser a fait sauter un verrou en moi. Nous avons eu une violente dispute lors d'un barbecue familial, et je suis parti en larmes. Après cela, j'ai dit à mon mari que c'était fini, je ne pouvais plus être près d'elle. Il a compris et m'a raconté sur sa sœur des choses que j'ignorais, comment elle méprisait toujours tout ce qu'elle considérait comme inférieur, et comment elle faisait étalage de l'argent de leur famille comme si cela la rendait supérieure. Leurs parents l'encourageaient, et mon mari s'était distancé d'elle il y a des années à cause de cela. Quand nous nous sommes fiancés, nous avons décidé de ne pas l'inviter à notre mariage. Sa famille a perdu la tête. Il y a eu des appels téléphoniques, des accusations et des tentatives de culpabilisation. Certains parents ont cessé de lui parler complètement, mais il m'a soutenu, et nous nous sommes mariés sans elle. Pendant 2 ans, nous n'avons eu aucun contact avec elle. Puis, il y a environ 1 an, elle nous a contactés. Elle a envoyé un SMS à mon mari en disant qu'il lui manquait, qu'elle était désolée de la façon dont elle m'avait traité et qu'elle voulait arranger les choses. Il m'a montré le message et m'a demandé ce que je voulais faire. J'y ai réfléchi pendant 1 semaine et je lui ai dit de lui donner une dernière chance. Elle a demandé à nous voir autour d'un café pour s'excuser en personne. J'ai repoussé l'échéance d'1 mois, mais quand nous nous sommes enfin rencontrés, elle semblait sincère. Elle s'est excusée pour chaque chose cruelle qu'elle avait dite, a admis qu'elle s'était montrée arrogante et injuste, et a demandé si nous pouvions repartir sur de nouvelles bases. Je lui ai dit que nous ne serions jamais proches, mais que je pourrais être civil. Pendant l'année qui a suivi, tout allait bien. Nous nous voyions pendant les fêtes, nous discutions de tout et de rien, et restions polis. J'ai commencé à croire qu'elle avait changé. Puis, la semaine dernière est arrivée. J'étais à la maison pendant mon jour de congé quand mon mari a franchi la porte avec l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing. Il n'a pas dit bonjour, il a juste demandé mon téléphone. Je le lui ai tendu sans hésiter, et il l'a parcouru pendant 5 minutes pendant que je me tenais là, confuse. Lorsqu'il a levé les yeux, il m'a demandé si j'avais quelque chose à lui dire. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Il m'a montré son téléphone. Sa sœur lui avait envoyé une capture d'écran d'un profil Tinder, mon nom, mes photos, ma ville, un profil complet disant que je cherchais à faire des rencontres. Mon cœur s'est arrêté. Je lui ai dit que ce n'était pas réel, que je n'avais jamais créé ce profil et que quelqu'un me piégeait. Il m'a fixé, et je pouvais voir qu'il décidait s'il devait me croire. J'ai saisi mon téléphone et je lui ai montré l'historique de mes applications, mes enregistrements de téléchargement, tout. Il n'y avait pas de Tinder. Il n'y en avait jamais eu. Il m'a cru. Nous savions tous les deux qui était derrière tout ça. Mon mari a envoyé un SMS à sa sœur disant qu'il n'y croyait pas et qu'il lui fallait plus de preuves. Sa réponse a été défensive, elle a demandé comment il pouvait être aussi naïf alors que le profil était sous ses yeux. Elle n'avait rien d'autre, pas de message, pas de correspondance, rien au-delà d'un profil qu'elle avait manifestement créé elle-même. Je tremblais. 1 an à faire semblant d'être mon ami, 1 an de fausses excuses et de sourires polis, tout cela n'était qu'une mise en scène pour détruire mon mariage. Mon mari m'a dit d'attendre avant de faire quoi que ce soit. Il a dit qu'il avait quelque chose contre elle, quelque chose qu'elle ne voudrait jamais voir sortir. Il m'a parlé d'une vidéo datant d'il y a des années, sa sœur, complètement ivre lors d'une fête, s'accroupissant pour faire ses besoins à quelques pas d'un sans-abri endormi sur le trottoir, pendant que ses amis riaient et filmaient. Mon mari en avait une copie. Il lui a envoyé un SMS disant qu'il savait qu'elle avait fabriqué le profil. Il lui a dit que si elle n'avouait pas tout, il s'assurerait que tout le monde voit quel genre de personne elle était vraiment. Elle a appelé immédiatement,
en sanglotant et en le suppliant de ne pas la partager. Elle a tout avoué. Elle a dit qu'elle croyait toujours que je n'étais pas assez bien pour sa famille, qu'elle ne supportait pas de voir son frère heureux avec quelqu'un comme moi, et qu'elle pensait que si elle pouvait prouver que j'étais infidèle, il finirait par partir. Mon mari a pris une capture d'écran de ses aveux et s'apprêtait à l'envoyer sur le groupe de discussion familiale quand son téléphone a de nouveau sonné. Ce n'était pas sa sœur cette fois, c'était sa mère. Elle a dit qu'elle savait déjà ce qui s'était passé parce que sa sœur venait de l'appeler en pleurant. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit à mon mari qu'avant qu'il ne fasse quoi que ce soit de radical, il y avait quelque chose qu'il devait savoir sur moi, quelque chose que sa sœur avait trouvé lors de sa petite enquête, et qu'elle ne lui avait pas encore partagé. Mes mains ne s'arrêtent pas de trembler pendant que j'attends qu'elle continue de parler. Mon mari me serre les doigts très fort et parle au téléphone avec une voix que je ne l'ai jamais entendue utiliser avec sa mère auparavant. Il lui dit qu'elle a 30 secondes pour dire ce qu'elle a à dire, et qu'après cela, il raccrochera et bloquera son numéro. Le silence s'étire pendant ce qui semble être une éternité. Puis elle recommence à parler, et sa voix semble différente maintenant. Toute la fausse douceur a disparu. Elle lui dit que sa sœur a trouvé quelque chose pendant son enquête sur moi, quelque chose dont je ne lui ai jamais parlé. Elle dit que j'ai été licencié d'un emploi il y a 7 ans pour avoir volé de l'argent dans la caisse. Elle prétend que sa sœur possède tous les documents prouvant que j'ai été renvoyé pour vol. J'ai l'estomac noué. J'ai l'impression que quelqu'un vient de me couper le souffle. L'accusation est vraie sur le papier, mais tout le reste est faux. J'avais 19 ans, je travaillais dans une supérette près de l'appartement de mes parents. Mon responsable volait dans la caisse à chaque service et rejetait la faute sur les employés. Il nous a licenciés, 3 d'entre nous, en un seul mois, tous pour la même raison, tous avec les mêmes faux documents. Je n'ai jamais rien volé. Mon mari se tourne vers moi, et je vois l'interrogation dans ses yeux. Il me demande directement si ce que sa mère vient de dire est vrai. Sa voix ne semble ni en colère ni accusatrice, elle semble confuse. Je hoche la tête et regarde son visage changer. Je commence à m'expliquer aussi vite que possible. Je lui raconte que j'avais 19 ans et que j'avais désespérément besoin de n'importe quel travail. Je lui parle du responsable qui empochait l'argent à chaque service puis prétendait qu'il manquait de l'argent dans le tiroir caisse. Je lui parle des 3 employés licenciés ce mois-là, tous accusés de la même chose. Je lui raconte comment le responsable s'est fait prendre 2 mois plus tard quand quelqu'un a enfin installé des caméras. Je lui dis que la police l'a arrêté et a disculpé tous ceux qui l'avaient accusé. Je lui dis que je n'ai jamais été inculpé de quoi que ce soit parce qu'il n'y avait jamais eu de preuves réelles. La mère de mon mari l'interrompt avant que je puisse finir. Elle dit que la vérité importe peu, elle dit que ce qui compte, c'est l'apparence. Elle dit que j'aurais dû dire à son fils que j'avais été licencié pour vol, même si l'accusation était fausse. Elle dit, le fait qu'elle l'ait caché prouve qu'elle a des choses à cacher. Elle dit, peut-être que sa sœur a eu raison de faire une enquête sur elle. Elle ajoute, il n'y a pas de fumée sans feu. La réponse de mon mari fut si vite que je sursaute. Il dit à sa mère qu'une fausse accusation vieille de 7 ans ne signifie absolument rien. Sa voix monte en volume au fur et à mesure qu'il parle. Il souligne que j'étais une adolescente payée au salaire minimum qui essayait de survivre. Il souligne que sa sœur est une femme adulte qui a passé 1 an à faire semblant d'être mon amie juste pour créer un faux profil de rencontre et essayer de détruire notre mariage. Il dit à sa mère qu'il n'y a aucune comparaison possible entre les 2 situations. J'entends sa mère essayer de l'interrompre, mais il continue de parler sans lui laisser la place. Sa mère change d'approche. Sa voix devient douce et suppliante. Elle le supplie de bien y réfléchir. Elle lui demande de considérer que peut-être je ne suis pas celle qu'il croit. Elle suggère que peut-être sa sœur essayait juste de le protéger contre quelqu'un dont le passé soulève des questions. Elle dit que je pourrais l'utiliser pour son argent et les relations de sa famille. Elle dit qu'il doit être réaliste quant aux raisons pour lesquelles quelqu'un comme moi voudrait être avec quelqu'un comme lui. Quelque chose en moi se brise. J'arrache le téléphone de la main de mon mari. Je lui dis que j'en ai assez des suppositions de sa famille à mon sujet. Je lui dis qu'être pauvre ne fait pas de quelqu'un un criminel. Je lui dis que perdre un emploi au salaire minimum quand on est adolescent ne justifie pas ce que sa fille a fait. Je lui dis que passer 1 an à manipuler quelqu'un et à créer de fausses preuves est un comportement criminel réel, contrairement à une fausse accusation d'il y a des années. Je lui dis que sa fille a tout avoué, que nous avons les aveux par écrit, et qu'aucune fouille dans mon passé ne changera ce que sa fille a fait. Mon mari reprend le téléphone et dit à sa mère que la conversation est terminée.
Il dit que si elle veut continuer à chercher des excuses à sa sœur et à m'attaquer, c'est son choix. Il dit que nous ne ferons plus partie de tout cela. Il dit que nous en avons fini avec les gens qui pensent que l'argent les rend meilleurs que les autres. Sa mère fait une dernière tentative. Elle dit, si nous leur coupons les ponts, nous le regretterons. Elle dit, nous aurons besoin du soutien de la famille tôt ou tard, et nous regretterons d'avoir brûlé ces ponts. Elle dit, la famille est censée rester soudée quoi qu'il arrive. Mon mari lui répond que nous avons déjà le soutien d'une famille composée de gens qui nous respectent réellement. Il lui dit que sa sœur peut garder ses fausses excuses et que sa mère peut garder ses jugements de classe. Puis il raccroche. Après avoir raccroché, mon mari pose son téléphone sur la table basse et nous restons assis là, tout simplement. Le silence est lourd et épais. J'entends l'horloge tic-taquer dans la cuisine et le bruit des voitures qui passent devant notre fenêtre. Mes mains tremblent encore à cause de la conversation. Il se penche et prend ma main dans la sienne. Sa paume est chaude et solide contre la mienne. Il me regarde et me dit qu'il est désolé. Il se dit honteux de la façon dont sa famille me traite, qu'il aurait dû s'y opposer plus fermement il y a des années au lieu de simplement garder ses distances. Sa voix se brise un peu en disant cela. Je serre sa main en retour parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Ma gorge est serrée et j'ai peur de commencer à pleurer si j'essaie de parler. Il continue, disant qu'il savait que sa mère encourageait sa sœur, mais qu'il n'avait pas réalisé à quel point cela allait loin jusqu'à ce soir. Il pensait que leur laisser de l'espace et fixer des limites suffirait. Il avait tort. Je finis par retrouver ma voix et je lui raconte l'histoire de l'emploi à la supérette. Les mots sortent lentement au début, puis plus rapidement à mesure que j'explique tout. Je lui raconte que j'avais 19 ans et que je travaillais au salaire minimum, que mon responsable volait dans la caisse et accusait les employés quand il manquait de l'argent. J'explique que j'étais l'une des 3 personnes licenciées ce mois-là et à quel point j'avais peur parce que j'avais besoin de ce travail pour aider à payer le loyer. Je lui parle de l'enquête policière qui a eu lieu 2 mois plus tard, de la façon dont ils ont arrêté le responsable et nous ont tous disculpés. J'explique que même si j'ai été blanchi, même si je n'ai jamais rien volé, l'expérience m'a fait me sentir sale et honteuse pendant des années. J'avais l'impression de devoir prouver que je n'étais pas une voleuse chaque jour dans chaque emploi après cela. Je n'en ai jamais parlé parce que cela m'embarrassait, et parce que je craignais que les gens me jugent pour cela même si je n'avais rien fait de mal. Mon mari m'écoute sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il sort son téléphone et commence à faire des recherches. Ses doigts bougent rapidement sur l'écran. Il trouve de vieux articles de presse sur l'arrestation du responsable en quelques minutes. Il y a 3 articles différents du journal local couvrant l'enquête et les accusations. Il fait une capture d'écran de chacun d'eux, puis me montre l'écran. Les articles mentionnent que plusieurs employés ont été injustement licenciés et plus tard blanchis de tout acte répréhensible. Il dit, nous avons besoin d'une documentation sur la vérité, pas seulement de la version déformée de sa sœur. Il continue de défiler et trouve les dossiers judiciaires du responsable montrant qu'il a plaidé coupable de vol et de fraude. Il en fait également des captures d'écran. Je le regarde travailler et je sens quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Avoir des preuves me semble important. Même s'il connaît la vérité, il me demande les dates exactes auxquelles j'ai travaillé là-bas, et je lui donne les informations de mémoire. Il prend des notes sur tout dans son téléphone. Nous passons l'heure suivante à essayer de joindre l'informaticien qui nous a aidés pour le faux profil Tinder. Mon mari l'appelle 2 fois, mais tombe sur la messagerie vocale. Il laisse un message détaillé expliquant ce que sa mère a dit sur les dossiers d'emploi et demandant s'il existe un moyen de savoir comment sa sœur a obtenu ces informations. Il envoie les mêmes informations par SMS au cas où l'appel ne passerait pas clairement. En attendant un rappel, il cherche en ligne des informations sur les dossiers d'emploi et les lois sur la vie privée. Il m'en lit des passages à haute voix. La plupart des sites indiquent que les anciens dossiers d'emploi ne sont pas censés être accessibles à n'importe qui sans autorisation. Les informations sont protégées par des lois sur la vie privée dans la plupart des États. Il se demande tout aussi sa sœur a payé pour un service de vérification d'antécédents ou si elle a réussi à convaincre quelqu'un de l'ancienne entreprise de partager mon dossier. Il dit, quoi qu'il en soit, cela pourrait être illégal selon la façon dont elle a obtenu les documents. Je me sens mal à l'idée qu'elle ait fouillé ainsi dans mon passé. L'informaticien nous rappelle vers 21h. Mon mari met le haut-parleur pour que je puisse entendre. Il explique la nouvelle accusation et pose des questions sur la traçabilité de l'origine de mes informations d'emploi. L'informaticien pose beaucoup de questions sur ce que ma belle-mère a dit exactement et sur les détails que sa sœur est censée détenir. Mon mari lui raconte tout ce dont il se souvient de l'appel.
L'informaticien reste silencieux une minute, puis explique que des dossiers d'emploi d'il y a 7 ans ne figuraient dans aucune base de données publique. Il dit que sa sœur a soit payé pour un service premium de vérification d'antécédents qui extrait des données de base privées, soit elle a réussi à obtenir des informations directement de quelqu'un de mon ancienne entreprise. Il explique que les deux options pourraient être illégales selon les méthodes utilisées et les informations obtenues. Les services de vérification d'antécédents ont des règles strictes sur qui peut demander des rapports et à quelle fin. Les vendettas personnels ne sont pas considérés comme des raisons légitimes. Si elle a menti sur son but ou son identité pour obtenir le rapport, c'est une fraude. Si elle a convaincu quelqu'un de l'entreprise de partager mon dossier, cette personne a violé les politiques de confidentialité et a peut-être enfreint la loi. L'informaticien dit qu'il peut essayer de découvrir quels services de vérification d'antécédents ont été utilisés si nous pouvons accéder à son ordinateur ou à ses relevés téléphoniques, sinon, ce sera difficile à prouver. Quelque chose se déclenche dans mon cerveau pendant que nous parlons. Je me souviens soudainement des rencontres autour d'un café avec sa sœur pendant notre supposée réconciliation. Elle me posait des questions sur ma vie qui semblaient innocentes à l'époque. Elle voulait en savoir plus sur mes premiers emplois et mes premières expériences professionnelles. Elle agissait de façon intéressée et encourageante, comme si elle essayait de mieux me comprendre. Une fois, elle a spécifiquement demandé quel avait été le travail le plus difficile que j'ai jamais eu et si j'avais déjà eu des conflits avec des patrons ou des collègues. Je pensais qu'elle faisait juste la conversation et essayait de créer un lien. Maintenant, je réalise qu'elle cherchait des informations à utiliser contre moi. Elle préparait son dossier tout en faisant semblant de vouloir mieux me connaître. Chaque sourire était faux. Chaque question avait un but. Je raconte cela à mon mari et je regarde son expression changer. Sa mâchoire se contracte et son regard s'assombrit. Il assemble les pièces du puzzle à haute voix. Sa sœur a passé une année entière à jouer un jeu sur le long terme. Le faux profil Tinder n'était pas un acte spontané de jalousie ou un moment de mauvais jugement, c'était le résultat de mois de planification et de collecte d'informations. Elle a prétendu se réconcilier pour pouvoir s'approcher suffisamment afin de collecter des munitions. Elle posait des questions prudentes et prenait des notes mentales. Elle a probablement commencé à faire des recherches sur moi dès que nous avons accepté de lui donner une autre chance. Le profil était censé être sa preuve l'arme fatale qui le pousserait à me quitter. Quand cela n'a pas fonctionné parce que nous l'avons découvert trop vite, elle avait l'histoire de l'emploi prête en secours. Elle avait prévu plusieurs angles d'attaque. Les mains de mon mari se crispent sur ses genoux. Il remercie l'informaticien et met fin à l'appel. Le lendemain matin, je me réveille tôt et j'appelle ma meilleure amie d'enfance. Elle s'appelle Jolene, et elle me connaît depuis que nous avons 12 ans. Elle répond à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. Je m'excuse d'appeler avant 8 heures, mais je lui dis que j'ai besoin de parler. Elle perçoit quelque chose dans ma voix et me dit de patienter pendant qu'elle prépare du café. Je l'entends se déplacer dans son appartement, le bruit de l'eau qui coule et la machine à café qui démarre. Quand elle reprend la ligne, je lui explique tout ce qui s'est passé. Je lui parle du faux profil, des aveux et du coup de téléphone de ma belle-mère au sujet de la supérette. Elle reste silencieuse pendant que je parle. Quand j'ai fini, elle est furieuse. Elle utilise des mots que je ne répéterai pas ici à propos de ma belle-sœur. Elle propose immédiatement d'écrire une déclaration sur ce qui s'est réellement passé à l'époque. J'avais presque oublié que Jolene travaillait dans le même magasin. Elle était l'une des autres employées licenciées ce mois-là. Nous avions toutes les deux 19 ans, nous étions effrayées et confuses de voir qu'on nous reprochait l'argent manquant. Elle se souvient de tout clairement. Elle me dit qu'elle possède encore les documents de l'époque où nous avons été blanchis, y compris une lettre du bureau du procureur expliquant l'arrestation du responsable et confirmant que nous n'avions rien à voir avec les vols. Elle l'a gardé toutes ces années au cas où elle aurait besoin d'une preuve pour de futures candidatures à un emploi. Elle dit qu'elle va tout scanner et me l'envoyer par email aujourd'hui. Elle propose également de mettre par écrit ses souvenirs de ce qui s'est passé et de signer le document. Elle veut aider de toutes les manières possibles. Entendre sa voix et son soutien immédiat me donne envie de pleurer. Elle me dit que je mérite mieux que la façon dont sa famille me traite. Elle me rappelle que j'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai, et que personne n'a le droit de me faire me sentir insignifiante à cause de mes débuts. Après avoir raccroché, mon mari suggère que nous contactions une de ses connaissances qui est avocat. Il s'appelle Russell Zimmerman, c'est un ami de la famille qui a aidé mon mari pour des problèmes de contrat au travail l'année dernière. Mon mari veut des conseils juridiques sur nos options. Il veut savoir si les actions de sa sœur sont considérées comme du harcèlement ou de la diffamation au regard de la loi.
Il veut savoir si l'obtention illégale de mes dossiers d'emploi nous donne des motifs pour une action en justice. Il prend son téléphone et envoie un SMS à Russell pour lui demander s'il a le temps de discuter d'une situation familiale qui pourrait nécessiter des conseils juridiques. Russell répond dans les 10 minutes en disant qu'il peut nous recevoir cet après-midi à son cabinet. Mon mari confirme l'heure et note l'adresse. Nous passons le reste de la matinée à rassembler toute notre documentation. Nous imprimons les captures d'écran des aveux de sa sœur. Nous sauvegardons les images du faux profil Tinder. Nous organisons les articles de presse sur le responsable de la supérette. Nous attendons l'email de Jolene avec ses documents. J'ai l'impression que tout converge vers quelque chose de plus grand, et je ne sais pas si je suis prête pour cela. L'email de Jolene arrive vers midi avec tout ce qu'elle a promis. Elle a scanné la lettre du bureau du procureur, celle qui nous a blanchis toutes les deux après l'arrestation du responsable. Elle a également rédigé son propre témoignage sur ce qui s'est passé, comment le responsable prenait de l'argent pendant des semaines et accusait différents employés à chaque fois. Elle l'a signé et daté. Je sauvegarde tout dans un dossier sur mon ordinateur et je sens un poids s'enlever de ma poitrine. Avoir des preuves est important. Avoir quelqu'un qui se souvient de la vérité l'est encore plus. Le cabinet de Russell se trouve dans un bâtiment récent du centre-ville avec des portes vitrées et des sols polis. Nous arrivons 15 minutes à l'avance et attendons dans le hall jusqu'à ce que son assistante nous appelle. Russell se lève quand nous entrons, nous serre la main à tous les deux et nous invite à nous asseoir sur les chaises face à son bureau. Il a environ 50 ans, les tempes grisonnantes et des lunettes à monture métallique. Mon mari commence à tout expliquer pendant que je reste assise là, essayant de ne pas m'agiter. Il parle à Russell du faux profil Tinder, lui montre les captures d'écran des aveux de sa sœur, et explique l'histoire du licenciement de mon ancien emploi et comment sa mère a essayé de s'en servir contre moi. Russell écoute sans interrompre, son visage devenant de plus en plus sérieux au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Quand mon mari a fini, Russell s'adosse à sa chaise et demande à voir toute la documentation. Nous lui tendons nos téléphones et il parcourt tout lentement, zoomant sur certaines parties et lisant les aveux à plusieurs reprises. Il cherche les articles de presse sur le responsable de la supérette sur son propre ordinateur et les lit également. Après environ 10 minutes de silence, il pose nos téléphones et nous regarde tous les deux. Russell explique que ce que sa sœur a fait pourrait être considéré comme une usurpation d'identité parce qu'elle a créé un profil en utilisant mon nom et mes photos sans autorisation. Le harcèlement est également clair, puisqu'elle a passé 1 an à faire semblant d'être mon amie juste pour me piéger. Il dit que le faux profil combiné à ses aveux montre qu'elle a planifié cela pendant des mois, ce qui aggrave les choses sur le plan juridique. Les dossiers d'emploi sont plus délicats car nous ne savons pas exactement comment elle les a obtenus. Mais si elle a payé quelqu'un de mon ancienne entreprise pour partager des informations privées, ou si elle a accédé à des dossiers qu'elle n'était pas censée voir, cela pourrait aussi être illégal. Il prend des notes pendant qu'il parle, soulignant certaines phrases. Mon mari demande quelles sont nos options. Russell dit que nous pourrions déposer une plainte à la police pour usurpation d'identité et les laisser enquêter. Nous pourrions également poursuivre sa sœur pour dommages et intérêts si nous voulions prendre cette voie. Mais il s'arrête, et son expression change. Russell nous prévient qu'engager une action en justice contre la famille devient vite très compliqué. Il dit que même si nous avons un dossier solide, cela prendra des mois, coûtera de l'argent et nous épuisera émotionnellement. Les dates d'audience, les dépositions, les avocats, tout cela devient un poids que l'on porte sur soi. Il suggère d'essayer d'abord de fixer des limites claires et de garder l'action en justice comme plan de secours si elle ne s'arrête pas. Il dit que parfois, le simple fait de savoir que vous pourriez entamer des procédures légales suffit à faire reculer quelqu'un. Mon mari demande quel genre de limite il entend par là. Russell suggère une lettre de mise en demeure qui détaille exactement ce qu'elle a fait et lui ordonne de nous laisser tranquilles complètement. Il dit qu'il peut la rédiger dans un langage juridique qui montre clairement que nous sommes sérieux et que nous savons quel crime elle a pu commettre. De cette façon, si elle continue à nous harceler, nous aurons une documentation montrant que nous l'avions prévenue d'abord. Mon mari réfléchit 1 minute, puis demande à Russell de rédiger la lettre. Il veut qu'elle énumère tout ce que sa sœur a fait de mal et explique ce qui pourrait arriver légalement si elle continue. Russell accepte et dit qu'elle sera prête dans quelques jours. Il l'enverra en recommandé avec accusé de réception afin que nous ayons la preuve qu'elle l'a reçu. Il suggère également que nous documentions tout à partir de maintenant. Sauvegardez tous les SMS, emails ou messages sur les réseaux sociaux. Tenez un journal de toutes les tentatives de contact. Si cela finit devant un tribunal plus tard, avoir un registre clair de son comportement aidera notre dossier.
Nous le remercions et fixons un rendez-vous de suivi pour la semaine prochaine. En sortant de son bureau, j'ai l'impression que nous avons enfin un plan au lieu de simplement réagir à ce que sa famille nous lancera ensuite. Ce soir-là, mon mari reste assis sur le canapé, son téléphone à la main, pendant presque 20 minutes. Il n'arrête pas d'ouvrir le chat de groupe familial, puis de le refermer. Je m'assois à côté de lui et j'attends. Finalement, il prend une grande inspiration et envoie la capture d'écran des aveux de sa sœur. Il tape un message expliquant qu'elle a admis avoir créé le faux profil Tinder et que ses accusations concernant mon travail sont basées sur un événement d'il y a 7 ans qui s'est avéré faux. Il mentionne l'arrestation du responsable pour vol et déclare que nous avons besoin de nous éloigner des contacts familiaux pendant un certain temps. Il appuie sur envoyer et pose son téléphone face contre la table basse. Nous le fixons tous les deux comme s'il risquait d'exploser. Les réponses commencent à arriver moins de 5 minutes plus tard. Son téléphone vibre constamment. Je regarde l'écran s'allumer encore et encore. Certains messages sont courts, juste des points d'interrogation ou des émojis confus. D'autres sont plus longs. Sa cousine envoie 3 messages disant qu'elle n'arrive pas à croire que sa sœur ait pu faire une chose pareille. Son oncle demande si nous sommes sûrs de ce qui s'est passé. Un autre cousin prend le parti de sa sœur et dit qu'il doit y avoir d'autres éléments dans cette histoire. Quelqu'un suggère que nous nous asseyions tous pour discuter comme des adultes. Les messages continuent d'affluer, et mon mari ne répond à aucun d'eux. Il se contente de les regarder s'accumuler. Son père, Corbin, envoie un message privé qui apparaît comme une notification séparée. Mon mari l'ouvre et le lit à haute voix. Corbin dit qu'il est déçu par ce que sa fille a fait. Il admet qu'il savait qu'elle avait des problèmes de jalousie, mais qu'il n'aurait jamais pensé qu'elle planifierait quelque chose d'aussi cruel et calculé. Il dit qu'il ne sait pas quoi dire, sinon qu'il est désolé, et qu'il comprend si nous avons besoin de nous éloigner de la famille. Mon mari lui répond par un simple « merci » et rien d'autre. Sa mère inonde le chat de groupe de messages défendant sa sœur. Elle dit que tout le monde doit se calmer et arrêter de surréagir. Elle prétend que sa sœur était juste inquiète pour le mariage de son frère et qu'elle a fait de mauvais choix, mais que cela ne fait pas d'elle une personne terrible. Elle dit que les familles surmontent les problèmes, elle ne les étale pas dans des chats de groupe pour que tout le monde les juge. Elle écrit en majuscule que les gens doivent arrêter d'attaquer sa fille. Mon mari lit chaque message au fur et à mesure, et sa mâchoire se crispe davantage. Il finit par répondre dans le chat de groupe. Il écrit que créer un faux profil de rencontre et passer 12 mois à manipuler quelqu'un n'est pas un « mauvais choix » ou une « erreur ». Il appelle cela de la violence psychologique délibérée. Il dit qu'il est déçu que sa mère se soucie plus de protéger sa sœur que d'admettre que ce qu'elle a fait était mal. Il tape que sa sœur a tout avoué et qu'il n'y a pas d'autre version de l'histoire. Ensuite, il met les notifications du chat de groupe en sourdine parce que son téléphone n'arrête pas de vibrer. Des messages privés commencent à arriver d'autres parents. Sa tante envoie un long SMS disant qu'elle a toujours su que sa sœur était gâtée et que sa mère encourageait son comportement depuis des années. Elle raconte une anecdote sur la façon dont sa sœur a un jour fait licencier une collègue parce que cette femme n'avait pas complimenté sa tenue. Elle dit que sa sœur a l'habitude de s'en prendre aux personnes qu'elle juge inférieures ou menaçantes d'une manière ou d'une autre. Elle nous dit qu'elle soutient toute décision que nous prendrons. 2 autres cousins envoient des messages similaires. L'un admet avoir arrêté d'amener sa petite amie aux événements familiaux parce que sa sœur faisait des commentaires désobligeants sur son poids. Une autre dit que sa sœur lui a dit un jour qu'elle s'habillait comme si elle faisait ses courses dans des friperies et qu'elle devrait faire plus d'efforts si elle voulait s'intégrer à la famille. Lire ces messages me fait réaliser que la cruauté de sa sœur n'était pas personnelle à mon égard, c'est juste sa façon d'être avec quiconque elle juge indigne de son rang. Mon téléphone vibre sur le comptoir de la cuisine plus tard dans la soirée, et je le ramasse pour voir un pavé de texte de la part de Valentina. Le message fait plusieurs paragraphes, alternant entre excuses et explications sur les raisons de ses actes. Elle écrit qu'elle essayait de protéger son frère pour qu'il ne commette pas une erreur. Elle prétend qu'elle croyait vraiment que je lui cachais quelque chose. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu que les choses aillent aussi loin et qu'elle voulait juste qu'il voie la vérité à mon sujet avant qu'il ne soit trop tard. Les passages d'excuses semblent répétés, comme si elle les avait copiés quelque part. Les parties justificatives ressemblent davantage à sa vraie voix. Elle termine en nous demandant si nous pouvons s'il vous plaît en discuter en famille. Je montre le message à mon mari sans rien dire. Il le lit 2 fois et secoue la tête. Nous restons assis à la table de la cuisine un moment pour discuter de ce qu'il faut faire. Une partie de moi veut répondre et lui dire exactement ce que je pense de ces fausses excuses.
Une autre partie veut bloquer son numéro et ne plus jamais entendre parler d'elle. Mon mari suggère de ne pas entrer en contact avec elle du tout. Il dit que répondre ne ferait que lui donner une ouverture pour continuer à insister. Nous décidons de laisser Russell tout gérer à partir de maintenant. Mon mari appelle Russell le lendemain matin et lui explique le message de Valentina. Russell dit qu'il va préparer une lettre de mise en demeure formelle et l'envoyer en recommandé pour qu'il y ait une preuve de réception. Il nous dit que la lettre précisera clairement que toute communication future devra passer par lui en tant que notre représentant légal. Russell demande si nous voulons inclure quelque chose sur une éventuelle action en justice si elle continue. Mon mari dit oui. Il veut que Valentina comprenne qu'il y aura des conséquences réelles si elle ne s'arrête pas. Russell dit que la lettre sera prête d'ici la fin de la semaine. 2 jours passent calmement. Mon mari et moi essayons de nous concentrer sur une vie normale, mais la tension est lourde dans notre maison. Nous savons tous les deux que sa famille ne va pas laisser tomber. Le jeudi après-midi, je travaille de la maison quand j'entends une portière de voiture claquer à l'extérieur. Je regarde par la fenêtre de devant et je vois Francine remonter notre allée. J'ai l'estomac qui se noue. J'appelle mon mari, qui est dans l'autre pièce. Il vient à la fenêtre et tout son corps se tend quand il voit sa mère. La sonnette retentit 3 fois d'affilée. Mon mari marche vers la porte mais ne l'ouvre pas. Il appelle à travers le bois en demandant ce qu'elle veut. La voix de Francine est étouffée mais forte. Elle dit qu'elle doit nous parler tout de suite. Mon mari lui dit que nous ne sommes pas prêts pour une conversation et lui demande de partir. Elle refuse. Sa voix monte et je l'entends commencer à pleurer. Elle dit qu'elle ne partira pas tant que nous ne lui aurons pas parlé. Mon mari se tourne vers moi, et je vois qu'il pèse ses options. Il me dit de rester à l'intérieur et ouvre la porte juste assez pour sortir sur le perron, la refermant derrière lui. Je me déplace vers la fenêtre du salon d'où je peux mieux les voir. Francine attrape déjà le bras de mon mari. Elle a le visage rouge et des larmes coulent sur ses joues. Je n'entends pas tout ce qu'ils disent, mais je saisis des bribes. Francine répète quelque chose sur le pardon et la famille. Mon mari a les bras croisés et secoue la tête. Francine s'énerve davantage et commence à faire de grands gestes. Elle désigne la maison, probablement pour me viser. Mon mari recule et lève une main comme s'il essayait de la calmer. La conversation dure plusieurs minutes. Francine alterne entre les pleurs et les paroles rapides. À un moment donné, elle saisit les 2 mains de mon mari, et je vois qu'elle le supplie. Il retire ses mains doucement mais fermement. Elle s'essuie le visage et réessaie. Elle répète la même chose encore et encore. La posture de mon mari reste rigide. Il ne cède à rien de ce qu'elle demande. Mon mari commence à parler davantage, et l'expression de Francine passe de la supplication à la défense. Sa bouche s'ouvre comme si elle était choquée par ce qu'il dit. Elle essaie de l'interrompre, mais il continue. Ses mains bougent tandis qu'il parle, soulignant ses arguments. Les larmes de Francine s'arrêtent, et maintenant elle semble en colère. Elle réplique quelque chose et la mâchoire de mon mari se contracte. Je vois qu'il s'énerve de plus en plus. Quoi qu'elle vienne de dire, cela n'a fait qu'empirer les choses. Il désigne sa voiture. Elle ne bouge pas. Il désigne à nouveau, plus fermement cette fois. Francine croise les bras et campe sur ses positions. Ils se tiennent tous les deux debout, raides, aucun ne cédant. Francine recommence à parler, et mon mari lui coupe immédiatement la parole. Sa main se lève dans un geste de « stop ». Elle essaie de continuer, mais il parle plus fort qu'elle. Même de l'intérieur, je sens que sa voix monte. Le visage de Francine passe de la colère à la blessure. Elle dit autre chose, et mon mari fait un pas en arrière comme si elle venait de le frapper. Il répond par ce qui semble être un seul mot, non. Francine tente de l'approcher à nouveau et il s'éloigne encore plus. Il désigne sa voiture une dernière fois. Cette fois, son bras tout entier est tendu et son doigt pointe vers l'allée de façon impérative. Francine reste là un instant à le regarder. Puis elle se tourne et marche rapidement vers sa voiture. Elle monte et reste assise un instant avant de démarrer le moteur. Mon mari reste sur le perron à regarder jusqu'à ce qu'elle parte. Quand il rentre à l'intérieur, ses mains tremblent. Il va directement à la cuisine et se sert un verre d'eau. Je le suis et j'attends qu'il soit prêt à parler. Il boit le verre d'un trait avant de le poser sur le comptoir. Il me dit que sa mère l'a supplié de pardonner à Valentina et de lui donner une autre chance. Elle répétait que la famille devait rester soudée quoi qu'il arrive. Elle disait que Valentina avait fait une erreur,
mais qu'elle restait sa sœur et que lui couper les ponts était trop extrême. Mon mari lui a dit que la loyauté familiale ne signifie pas accepter les abus et la manipulation. Il a expliqué que ce que Valentina avait fait n'était pas une erreur ou un malentendu, c'était une campagne délibérée qui avait pris une année entière de planification et d'exécution. Il a dit que cela devait avoir des conséquences, sinon elle recommencerait tout simplement. Francine ne voulait pas entendre cela. Elle insistait sur le fait que nous réagissions de manière excessive et que les familles résolvaient les problèmes. Mon mari lui a dit que nous étions justement en train de le résoudre en fixant des limites et en nous protégeant. Puis, Francine a de nouveau évoqué mes antécédents professionnels. Elle a suggéré que les inquiétudes de Valentina n'étaient peut-être pas totalement infondées. Mon mari dit qu'il l'a coupée immédiatement. Il lui a dit que le fait de ressortir de fausses accusations d'il y a 7 ans prouve qu'elle est plus intéressée par la défense de Valentina que par la compréhension du véritable problème. Il a dit, si elle ne voit pas la différence entre être injustement accusée quand on est adolescente et piéger délibérément quelqu'un pour infidélité, alors elle fait partie du problème. C'est là que Francine s'est vraiment emportée. Mon mari me dit qu'il lui a donné le choix. Il a dit qu'elle devait partir et réfléchir sérieusement si elle voulait encourager le comportement de Valentina ou avoir une relation avec nous. Il lui a dit que le choix lui appartenait, mais que nous n'accepterions plus d'être traités de la sorte. Puis il lui a demandé de partir. Mon mari s'assoit à la table de la cuisine et prend sa tête entre ses mains. Il a l'air épuisé. Il dit que c'est plus difficile que ce qu'il prévoyait. Il admet qu'il aime sa famille, mais qu'il ne peut pas ignorer la façon dont ils m'ont traité. Il lutte contre la culpabilité de devoir choisir entre sa femme et sa mère. Je vois à quel point cela lui coûte. Sa famille a fait partie de toute sa vie, et maintenant il doit leur couper les ponts. Je m'assois à côté de lui et lui suggère de trouver un thérapeute familial, quelqu'un qui puisse nous aider à comprendre comment gérer ses limites et à assimiler tout ce qui se passe. Il lève les yeux vers moi et hoche lentement la tête. Il dit qu'il pense avoir besoin d'une aide professionnelle pour préserver sa propre santé mentale tout en faisant face aux problèmes de sa famille. Il admet qu'il ne sait pas comment faire cela tout seul. Je passe la soirée à chercher des thérapeutes qui travaillent sur les conflits familiaux et les relations toxiques. Je trouve plusieurs options et j'en sélectionne 3 qui ont de bons avis et de l'expérience dans des situations comme la nôtre. Mon mari et moi les examinons ensemble et choisissons celui dont l'approche semble la plus adaptée. J'appelle le lendemain matin et j'explique brièvement notre situation à la réceptionniste. Elle nous donne un rendez-vous pour la semaine suivante. Les jours précédant le rendez-vous semblent longs. Mon mari est plus silencieux que d'habitude. Il réfléchit, et je lui laisse l'espace nécessaire pour le faire. Nous n'avons pas de nouvelles de Francine ou de Valentina. Le chat de groupe familial reste silencieux. Russell appelle pour confirmer que la lettre de mise en demeure a été livrée et signée. Il dit que si Valentina nous contacte à nouveau après l'avoir reçue, nous aurons des motifs pour demander une ordonnance de protection. Le jour de notre première séance de thérapie arrive. Nous nous rendons au cabinet en silence. La salle d'attente est petite et calme, avec une lumière tamisée. La thérapeute vient nous chercher pile à l'heure. C'est une femme d'un certain âge, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. Elle nous conduit à son bureau, et nous nous asseyons sur un canapé confortable pendant qu'elle prend une chaise en face de nous. Elle nous demande de lui raconter ce qui nous amène. Mon mari et moi expliquons tour à tour toute la situation, les années de cruauté de Valentina, la fausse réconciliation, le profil Tinder, les aveux, le coup de téléphone de Francine et les accusations sur mon passé, l'explosion du chat de groupe familial et le fait que Francine se soit présentée chez nous. Tout sort d'un trait. La thérapeute écoute attentivement et prend des notes. Elle pose des questions de précision, mais nous laisse surtout parler. Quand nous avons fini, elle s'adosse et nous regarde pensivement. Elle dit qu'elle voit déjà certains schémas se dessiner que nous n'avons peut-être pas encore totalement identifiés. Elle nous demande si nous sommes prêts à explorer ces schémas, et nous répondons tous les deux par l'affirmative. Elle commence par parler des systèmes familiaux et de leur fonctionnement lorsqu'une personne reçoit tout le blâme tandis qu'une autre s'en tire à bon compte pour tout. La thérapeute utilise des termes comme « bouc émissaire » et « enfant prodige », expliquant que ces rôles sont attribués tôt et persistent parce qu'ils servent un but pour la famille. Elle dit « Je suis devenu le bouc émissaire dès mon entrée dans cette famille parce que j'étais différente, parce que je venais de la pauvreté, parce que je représentais quelque chose qui menaçait leur sentiment de supériorité. » La thérapeute regarde directement mon mari et lui dit que l'attitude de sa mère n'est pas vraiment une question de protection envers Valentina, il s'agit de maintenir le système en marche,
de conserver une structure où certaines personnes peuvent être maltraitées tant qu'elles sont les bonnes cibles. Elle dit que Francine a autant besoin de quelqu'un à mépriser que Valentina, c'est pourquoi elle a défendu les actions de sa fille au lieu de les appeler par leur nom. Mon mari demande si sa mère changera un jour, et la thérapeute marque une pause avant de répondre. Elle explique que le changement est possible, mais qu'il nécessite que Francine examine des croyances qu'elle a entretenues toute sa vie, qu'elle admette que la richesse ne la rend pas meilleure que les autres et c'est un travail incroyablement difficile que la plupart des gens évitent. La thérapeute nous aide à dresser une liste de limites que nous pouvons réellement faire respecter. Nous notons que nous sommes prêts à voir les membres de la famille qui nous traitent avec respect, mais que nous n'assisterons pas aux événements où Valentina sera présente tant qu'elle n'aura pas démontré un changement réel sur la durée. Nous décidons que si quelqu'un fait des commentaires sur mes origines, nous partons immédiatement sans explication ni dispute. Nous convenons que notre foyer est un espace sûr, et que quiconque viole cela perd le privilège d'y être invité à nouveau. 2 jours plus tard, le téléphone de mon mari sonne pendant le dîner. C'est son père, Corbin, qui demande à le voir pour déjeuner juste tous les deux. Mon mari me regarde et je hoche la tête, lui disant que je pense qu'il devrait y aller. L'après-midi suivant, mon mari se rend en ville pour retrouver Corbin dans un restaurant. Quand il rentre 3 heures plus tard, il semble fatigué, mais moins en colère qu'il ne l'a été depuis des semaines. Il s'assoit et me raconte tout. Corbin a admis avoir vu Valentina se comporter de façon arrogante et cruelle pendant des années sans avoir fait assez pour l'arrêter. Il disait toujours qu'elle finirait par changer, que ce n'était qu'une phase, mais il sait maintenant que son silence a aggravé les choses. Mon mari dit que son père s'est réellement excusé de ne pas m'avoir défendu plus tôt, d'avoir laissé Francine et Valentina me donner l'impression d'être indésirable dans la famille. Corbin lui a dit qu'il avait eu des discussions sérieuses avec Francine sur sa part de responsabilité dans tout cela. Elle est sur la défensive et essaie sans cesse de minimiser ce qui s'est passé, mais Corbin pense qu'elle commence à comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'elle pourra arranger avec le temps. Il a demandé à mon mari ce qu'il faudrait pour que nous envisagions d'arranger les choses avec la famille. Mon mari me dit qu'il a exposé exactement ce dont nous avions besoin. Premièrement, de véritables excuses de la part de Valentina, sans excuse ni tentative de justifier ses actes. Deuxièmement, Francine doit admettre qu'elle a encouragé de mauvais comportements et en assumer la responsabilité. Troisièmement, toute la famille doit s'engager à me traiter avec respect, peu importe d'où je viens ou combien d'argent mes parents avaient. Corbin n'a rien promis, mais a dit qu'il y travaillerait. Les semaines suivantes se passent calmement. Nous restons en contact avec Corbin par des SMS occasionnels et un autre déjeuner. Quelques tantes et oncles de mon mari nous contactent en privé pour dire qu'ils nous soutiennent et pensent que nous gérons cela de la bonne manière. Le chat de groupe familial qui avait explosé après l'incident de Tinder est devenu silencieux. Il semble que tout le monde ait enfin compris que cela ne se réglera pas par une conversation rapide et des excuses forcées. Ma mère m'appelle un soir et nous invite à dîner samedi. Nous n'avons pas beaucoup vu mes parents pendant tout ce chaos, et je réalise que je les évitais parce que j'avais honte que la famille de mon mari ait une si piètre opinion de mes origines. Quand nous arrivons dans leur petite maison le samedi, ma mère me serre fort dans ses bras et mon père serre la main de mon mari. Nous nous asseyons autour de la table de leur cuisine en mangeant la nourriture simple avec laquelle j'ai grandi, et ma mère me dit qu'elle est fière de la façon dont je me défends. Elle dit qu'elle sait que ce n'est pas facile, qu'elle m'a élevé pour être poli et éviter les conflits, mais que parfois, il faut se battre pour sa propre dignité. Mon père regarde mon mari et dit qu'il est heureux que j'ai épousé quelqu'un qui m'apprécie réellement, quelqu'un qui se fiche du fait que nous ayons vécu dans des foyers quand j'étais petite ou que nous ayons eu du mal à joindre les deux bouts. Après le dîner, mes parents et moi nous asseyons sur leur porche arrière tandis que mon mari aide à faire la vaisselle à l'intérieur. Ma mère me demande comment je vais vraiment, et quelque chose se libère en moi. Je lui parle de la honte que j'ai portée pendant des années, comment j'ai toujours eu l'impression de devoir prouver que j'étais assez bien, comme si ma pauvreté était quelque chose pour lequel je devais m'excuser. Je lui parle de chaque commentaire cruel de Valentina. De chaque fois où Francine m'a regardé comme si j'étais inférieur à eux. De chaque moment où je me suis sentie insignifiante et sans valeur parce que je n'avais pas grandi avec de l'argent. Ma mère me prend la main et me rappelle qu'elle et mon père ont travaillé chaque jour de leur vie. Ils m'ont aimé et m'ont donné toutes les opportunités qu'ils ont pu. Elle dit que c'est ce qui compte, pas les opinions de gens qui pensent que les comptes bancaires déterminent la valeur de quelqu'un. Mon père ajoute qu'ils n'ont pas honte de la façon dont nous avons vécu, et que je ne devrais pas en avoir non plus. Il dit qu'ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient, et que c'est plus que ce que beaucoup de gens riches peuvent dire. Assise là avec mes parents, je réalise quelque chose qui aurait dû être évident depuis le début, j'ai porté les jugements de Valentina et Francine comme s'il s'agissait de faits,
comme si leur opinion sur moi était d'une certaine manière la vérité. J'ai passé des années à essayer de prouver que j'étais assez bien pour cette famille au lieu de reconnaître que leurs critères étaient nuls dès le départ. Ma valeur n'est pas déterminée par les revenus de mes parents ou par le fait que nous ayons eu un logement stable quand j'étais enfant. Le problème n'a jamais été moi ou mes origines. Le problème a toujours été leur snobisme, leur besoin de se sentir supérieur et leur incapacité à voir de la valeur dans tout ce qui n'a pas un prix affiché. 3 semaines après la confrontation initiale avec Valentina, le téléphone de mon mari sonne. C'est Russell qui appelle avec une mise à jour. Il nous dit que Valentina a violé la mise en demeure en créant un faux compte sur les réseaux sociaux pour surveiller nos publications. Le détective privé que nous avons engagé surveillait justement ce genre de choses et a tout documenté. Il a tracé le compte grâce aux adresses IP et aux habitudes de publication qui ramènent directement à Valentina. Mon mari prend son téléphone et appelle Russell immédiatement. Sa voix est monocorde quand il dit à Russell de préparer une plainte formelle pour harcèlement contre Valentina. Il en a fini avec les avertissements et les deuxièmes chances. Il explique l'histoire du faux compte sur les réseaux sociaux, comment le détective privé a tout documenté, et comment Valentina semble incapable de s'empêcher d'intervenir dans nos vies. Russell dit qu'il va préparer les documents et qu'ils seront prêts à être déposés d'ici la fin de la semaine. Mon mari le remercie et raccroche. Il a l'air épuisé, comme si toute cette situation lui avait vidé ses forces. Je lui dis que je le soutiens quoi qu'il décide de faire, que je suis fatigué de vivre sous la surveillance constante de quelqu'un qui prétend vouloir une réconciliation. Il hoche la tête et me serre contre lui, et nous restons assis là sur le canapé sans rien dire pendant un long moment. Le lendemain matin, le téléphone de mon mari sonne pendant que nous prenons notre petit déjeuner. C'est Corbin. Mon mari met le haut-parleur, et la voix de Corbin nous parvient, paniqué et désespéré. Il nous supplie de ne pas engager la procédure judiciaire. Il dit que Valentina a accepté d'aller en thérapie, qu'elle veut nous écrire de vraies excuses cette fois. Corbin explique que Valentina s'est effondrée en larmes après avoir appris que nous avions engagé un détective privé, et qu'elle a enfin réalisé à quel point la situation était devenue sérieuse. Il demande une dernière chance de régler cela en famille avant que les avocats et les tribunaux ne s'en mêlent. Mon mari me regarde, et je vois qu'il est partagé. Une partie de lui veut poursuivre l'action en justice parce que Valentina a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, mais une autre partie tient toujours à sa famille et veut croire qu'un changement est possible. Il dit à Corbin que nous allons y réfléchir et que nous le rappellerons. Après avoir raccroché, mon mari et moi passons le reste de la matinée à peser le pour et le contre. Nous avons un rendez-vous chez notre thérapeute cet après-midi-là, et nous lui faisons part de ce nouveau développement. Elle écoute attentivement tandis que nous expliquons l'appel de Corbin et l'engagement supposé de Valentina envers la thérapie. Notre thérapeute nous demande ce que nous espérons obtenir de chaque option. L'action en justice fixerait des conséquences claires et nous protégerait juridiquement, mais elle couperait aussi définitivement les ponts avec la famille de mon mari. Donner une autre chance à Valentina pourrait permettre une réelle guérison, mais cela risque aussi d'être une nouvelle manipulation si elle n'est pas sincère. Notre thérapeute nous aide à voir que nous ne choisissons pas entre le bien et le mal, mais entre deux types de risques différents. Elle suggère de donner à Valentina un délai précis avec des conditions claires, 2 semaines pour commencer une thérapie et fournir des excuses écrites. Si elle s'y tient, nous pourrons envisager la suite. Sinon, nous lancerons la procédure judiciaire sans culpabilité. Mon mari et moi convenons que cela semble être une voie médiane qui nous protège tout en laissant la place à une réconciliation possible. 10 jours passent, et je vérifie le courrier chaque jour sans rien attendre. Puis, une lettre recommandée arrive avec le nom de Valentina comme expéditrice. Mes mains tremblent au moment de signer l'accusé de réception. J'attends que mon mari rentre du travail avant de l'ouvrir. Nous nous asseyons à la table de la cuisine, et il déchire soigneusement l'enveloppe. La lettre fait 3 pages, écrite à la main sur du beau papier. Mon mari lit le premier paragraphe à haute voix puis s'arrête. Son expression passe de la méfiance à la surprise. Il me tend la lettre, et je commence à lire. Valentina reconnaît tout ce qu'elle a fait, le faux profil Tinder, l'année passée à faire semblant d'être mon amie, et le faux compte sur les réseaux sociaux pour nous surveiller. Elle admet qu'elle était jalouse et peu sûre d'elle, qu'elle ne supportait pas de voir son frère heureux avec quelqu'un qu'elle jugeait inférieur à leur famille. Elle assume l'entière responsabilité du mal qu'elle a causé. Elle ne cherche pas d'excuses et n'essaie pas de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Elle dit qu'elle comprend si nous ne lui pardonnons jamais, mais qu'elle voulait que nous sachions qu'elle travaille sur elle-même et qu'elle reconnaît à quel point elle a eu tort. La 2e page de la lettre va plus loin.
Valentina explique qu'elle voit un thérapeute 3 fois par semaine depuis notre dernière confrontation. On lui a diagnostiqué de l'anxiété et ce que son thérapeute a appelé un attachement malsain au statut et à la richesse. Elle écrit qu'elle me voyait comme une menace parce que ma présence l'obligeait à regarder ses propres valeurs superficielles. Quand je suis entré dans la famille sans argent ni relation, cela l'a poussée à remettre en question ce qui comptait vraiment. Au lieu d'examiner ses propres croyances, elle a essayé de m'évincer pour ne pas avoir à affronter ces questions inconfortables. Elle admet que cela ressemble à du jargon de psychologie, et c'est peut-être le cas, mais son thérapeute l'a aidé à voir des schémas qu'elle avait ignorés toute sa vie, sa façon de traiter les employés de service, sa façon de juger les gens d'après leurs vêtements ou leur voiture, sa façon d'utiliser l'argent comme mesure de la valeur de quelqu'un. Elle dit que de voir cela mis par écrit en thérapie lui a donné la nausée. La 3e page en révèle encore plus. Valentina écrit qu'elle s'est sentie inadéquate toute sa vie malgré tout ce que l'argent pouvait acheter. Elle parle du fait de se comparer à d'autres femmes riches et de se sentir toujours inférieure dans son esprit. Elle admet avoir projeté ses sentiments d'inadéquation sur moi parce que c'était plus facile que de gérer ses propres problèmes. Elle m'a ciblée parce qu'elle me voyait comme vulnérable, quelqu'un qu'elle pouvait bousculer pour se sentir puissante. Elle reconnaît que cette explication n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais elle espère que cela nous aidera à comprendre pourquoi elle est devenue si obsédée par la destruction de notre mariage. Elle termine la lettre en disant qu'elle ne s'attend pas à ce que nous répondions ou acceptions ses excuses, elle voulait simplement que nous sachions qu'elle essaie sincèrement de changer et qu'elle est désolée pour la douleur qu'elle a causée. Mon mari et moi lisons la lettre 3 fois de plus ce soir-là. Nous cherchons des signes de manipulation, des phrases qui rejettent la faute ou cherchent des excuses. Mais plus nous la lisons, plus elle semble sincère. Le lendemain matin, nous apportons la lettre à notre séance de thérapie. Notre thérapeute la lit attentivement et revient sur certains paragraphes. Elle souligne des termes spécifiques qui suggèrent une réelle conscience de soi, la façon dont Valentina assume sa responsabilité sans la nuancer par des « mais », la façon dont elle reconnaît le préjudice sans ramener les choses à sa propre souffrance, la façon dont elle nous donne la permission de ne pas lui pardonner au lieu d'exiger que nous acceptions ses excuses. Notre thérapeute dit que cela ne signifie pas que Valentina a complètement changé, mais que cela suggère qu'elle fait un travail réel sur elle-même plutôt que d'essayer simplement d'étouffer l'affaire. Mon mari et moi passons les jours suivants à discuter de la manière de répondre. Nous décidons finalement d'écrire notre propre lettre. Nous prenons acte des excuses de Valentina et lui disons que nous apprécions son honnêteté, mais nous précisons également que rétablir la confiance prendra beaucoup de temps et nécessitera un comportement modifié et constant. Nous fixons des limites spécifiques, pas de contact non sollicité avec nous, plus aucun commentaire sur mes origines ou ma famille, aucune ingérence dans notre mariage ou nos décisions, et le respect de notre relation et de nos choix. Nous lui disons que si elle peut maintenir ses limites et continuer à travailler sur elle-même, nous sommes ouverts à reconstruire lentement une sorte de relation familiale. Mais si elle viole l'une de ces limites, nous engagerons une action en justice sans hésitation. Mon mari poste la lettre, et nous avons tous les deux le sentiment d'avoir fait ce que nous pouvions. Une semaine plus tard, une autre lettre arrive. Celle-ci vient de Francine. Elle est plus courte que celle de Valentina et moins détaillée, mais elle me surprend tout de même. Francine admet qu'elle a encouragé le mauvais comportement de Valentina parce qu'elle ne voulait pas voir sa fille comme capable de cruauté. Elle écrit qu'il était plus facile de m'accuser d'être trop sensible que de reconnaître que Valentina était cruelle à dessein. Elle dit qu'elle a également commencé à voir un thérapeute et qu'elle travaille sur ses propres problèmes liés au statut et à la loyauté familiale. Elle ne demande pas pardon, elle dit simplement qu'elle est désolée et espère que nous pourrons trouver un chemin ensemble un jour. 2 jours après l'arrivée de la lettre de Francine, Corbin appelle à nouveau. Cette fois, sa voix est plus calme, plus posée. Il suggère une réunion de famille en présence de notre thérapeute pour discuter de la suite des événements. Mon mari demande quelles seraient les règles de base. Corbin dit qu'il a discuté avec le thérapeute de Valentina, et qu'ils s'accordent tous deux sur le fait que certaines conditions doivent être en place, pas d'embuscade avec des membres de la famille par surprise, pas d'acharnement sur l'un d'entre nous, tout le monde peut parler sans être interrompu, et l'accent reste mis sur les limites futures, sans ressasser le passé. Mon mari dit à Corbin que nous en discuterons avec notre thérapeute et que nous le tiendrons au courant. Après l'appel, je réalise que quelque chose a changé. Nous ne subissons plus le chaos de Valentina. C'est nous qui fixons les conditions de toute réconciliation éventuelle, et cela ressemble à un progrès. La séance de thérapie familiale a lieu 2 semaines plus tard dans un petit bureau au mur gris avec des fauteuils confortables disposés en cercle. Mon mari et moi arrivons en avance et nous asseyons ensemble pendant que notre thérapeute prépare la salle.
Valentina entre 10 minutes plus tard, paraissant plus frêle que je ne l'ai jamais vue, les yeux rouges et gonflés. Francine et Corbin suivent, ainsi que la tante et l'oncle de mon mari qui ont demandé à être présents. Tout le monde s'installe, et la thérapeute commence par expliquer les règles, pas d'interruption, pas d'attaque, et chacun parle pour soi en utilisant le « je ». La tension dans la pièce est palpable quand Valentina se racle la gorge et commence à parler. Elle avoue avoir créé le faux profil Tinder et explique comment elle a passé des mois à le planifier, à rassembler mes photos et à construire le compte lentement pour qu'il ait l'air réel. Elle décrit la jalousie qui la rongeait chaque fois qu'elle nous voyait ensemble, comment elle s'était convaincue qu'elle protégeait son frère contre quelqu'un d'indigne. Sa voix se brise quand elle parle de l'année de fausse amitié, à quel point il était épuisant de faire semblant tout en me détestant. Francine s'agite sur son siège mais reste silencieuse. Valentina continue de parler de son enfance dans la richesse et de la façon dont l'argent est devenu sa mesure de la valeur d'une personne, comment elle a appris tôt que la richesse signifiait la supériorité. Elle dit qu'elle sait maintenant à quel point c'est faux et comment la thérapie lui a montré les dommages causés par ses croyances. La tante de mon mari prend ensuite la parole, disant qu'elle remarque l'attitude de la famille vis-à-vis de l'argent depuis des années. Elle parle des commentaires faits lors des réunions, les petites blagues sur les gens qui font leurs courses dans certains magasins ou conduisent certaines voitures, des remarques qui semblaient toujours anodines mais qui finissaient par former quelque chose de laid. Son mari acquiesce et mentionne un cousin qui a épousé quelqu'un issu de la classe ouvrière et la façon dont la famille les a traités jusqu'à ce qu'ils finissent par divorcer. La thérapeute me demande si je souhaite partager mon expérience. Mes mains tremblent tandis que je commence à parler des années de petites blessures, les commentaires sur mes vêtements provenant de magasins de déstockage et les questions demandant si mes parents avaient un jour essayé de s'en sortir. Je décris le barbecue où Valentina a dit que mes parents n'avaient pas fait assez d'efforts dans la vie, et comment ce moment a brisé quelque chose en moi. Je parle des autres parents qui faisaient des blagues sur ma voiture d'occasion, de quelqu'un qui m'a demandé si je savais utiliser les couverts raffinés lors d'un dîner formel, et du sentiment d'être traité comme si je devais être reconnaissante d'être incluse dans leur monde. Plusieurs membres de la famille semblent choqués, et l'une des cousines de mon mari laisse échapper un cri de surprise. D'autres regardent leurs mains ou s'agitent inconfortablement sur leur siège. L'oncle de mon mari dit qu'il n'avait jamais réalisé comment ces commentaires résonnaient de mon point de vue. La thérapeute guide la conversation vers une vue d'ensemble, demandant à la famille de réfléchir à la façon dont leur richesse a façonné leur vision des personnes qui n'en ont pas. Elle parle des préjugés de classe et de la façon dont ils opèrent différemment des autres formes de discrimination, tout en causant des dommages réels. Elle leur demande de réfléchir aux suppositions qu'ils font sur les gens en fonction de leur statut économique et s'ils croient vraiment que l'argent rend quelqu'un plus précieux en tant que personne. Francine finit par prendre la parole, la voix serrée par l'émotion. Elle admet qu'elle a cherché des excuses à Valentina parce qu'affronter la vérité signifiait admettre que sa fille était capable de cruauté. Elle dit qu'elle s'est persuadée que j'étais trop sensible, que Valentina était juste honnête, et que les dynamiques familiales étaient compliquées. Elle reconnaît maintenant qu'elle a eu tort, qu'elle a encouragé un comportement qu'elle aurait dû arrêter il y a des années. La séance dure 2 heures et se termine avec la thérapeute qui donne à chacun des exercices sur l'examen de ses propres préjugés et la pratique de nouvelles façons de penser la classe sociale et la valeur humaine. En marchant vers le parking, mon mari me serre la main et me dit qu'il est fier de moi pour avoir osé parler. Au cours des mois suivants, les choses changent lentement. Nous recommençons à assister à certaines réunions de famille avec des limites claires sur les comportements acceptables. Valentina est parfois là, plus calme qu'avant et plus prudente avec ses mots. Elle n'essaie pas de me serrer dans ses bras ou de forcer la conversation, elle se contente de saluer poliment et de garder ses distances. À Thanksgiving, elle complimente réellement ma tarte sans aucune trace de condescendance. À Noël, elle pose des questions sincères sur mon travail sans ce ton acerbe familier. La gêne entre nous demeure, mais l'hostilité active a disparu. Francine fait d'autres types d'efforts, m'invitant à prendre un café et prenant des nouvelles de mon travail avec ce qui semble être un intérêt réel. Elle veut en savoir plus sur mon enfance, mes parents et ce que j'ai étudié à l'université. Elle me raconte des histoires sur sa propre mère qui a grandi pauvre pendant la Grande Dépression, comment cette histoire a été enterrée sous des générations de richesse. Elle n'est pas parfaite, et parfois les vieux schémas ressurgissent, mais elle s'en rend compte maintenant et s'en excuse. 1 an après l'explosion de toute cette affaire, mon mari et moi sommes assis sur notre canapé par un dimanche matin calme, buvant du café et discutant du chemin parcouru. Les relations familiales ne sont pas parfaites et ne le seront probablement jamais, mais elles sont désormais bâties sur l'honnêteté plutôt que sur un silence poli. J'ai appris que ma valeur vient de qui je suis, pas de mes débuts, et que les opinions des gens qui jugent d'après les comptes bancaires ne me définissent pas.
Mon mari a appris que protéger notre mariage signifie parfois décevoir sa famille, que sa loyauté envers moi doit passer en premier. Nous construisons notre propre culture familiale basée sur le respect et l'authenticité, en choisissant d'estimer les gens pour leur caractère plutôt que pour leur statut. C'est ce qui ressemble à la vraie victoire, non pas d'avoir changé sa famille complètement, mais d'avoir refusé de laisser leurs anciens schémas façonner notre vie commune.